Avant de commencer, je tenais à remercier Car Vertical de sponsoriser cette vidéo. Car Vertical propose un service permettant, on va dire, de limiter les magouilles quand vous achetez une voiture, par exemple sur Le Bon Coin, à condition que votre voiture soit pas non plus trop vieille. Vous rentrez la plaque ou le VIN et vous obtenez un rapport historique du véhicule. Pour illustrer, prenons l'exemple de cette Ferrari F430 de Alpha Male. Si on descend, on aura des détails. Donc tout d'abord, on voit qu'elle est passée des US en Hongrie. Bon, jusqu'à là, rien d'alarmant, il n'y a pas non plus de magouille ici. Mais quand on descend, là, on voit qu'il y a baleine sous gravillon. On voit que le compteur, il est reculé en arrière. Et si on descend, là, il y a du sale. On voit qu'il y a un accident qui s'est produit en 2017. Et si on descend encore, et si on a de la chance, on aura des photos de l'accident. Ça aura été réparé. Mais quand tu as déformé un châssis, toi qui achètes la voiture, tu n'auras potentiellement aucune chance de la passer au CT. Tout ça pour dire que si tu as eu un coup de cœur sur un véhicule, mais tu vois que le vendeur il essaye de noyer le poisson, check Car Vertical, mon lien est en description avec le code promo Yeah Boy. Cette vidéo n'était pas vraiment prévue, j'aurais pu skip tout ce que je fais là maintenant, mais finalement en le faisant je me suis rendu compte que c'était quand même vachement intéressant parce que c'est totalement inconnu au bataillon. Ce que je vais faire sur mon système, notamment des freins à l'avant, la conversion là, l'espèce de resto mode frein ST170, j'ai vu personne le faire. Et du coup pour la science, cette vidéo a sa place sur YouTube. Meilleur magasin du monde, s'il y a la lumière de Jésus, c'est que c'est vrai. Bonjour. Eh bien, me revoilà pour vous acheter des gros freins. Alors, toujours pour la Fiesta, ça c'est des freins de ST170. C'est les Ford Focus Performance. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt. Ça c'est d'origine. Et ça, c'est ce que je mets. Je sais très bien que sur YouTube, les gens, ils veulent voir de la performance. Ils vont pas regarder des trucs qui font freiner ta voiture. Mais bon, pour autant, sur le freinage, j'ai fait des découvertes très intéressantes qui vont faire avancer le PIM Game de chez Ford parce que personne ne le sait. Tu vois, je vais te partager des trucs que j'ai découverts en achetant des trucs, en essayant des trucs, tu vois. Donc, pour ceux qui sont restés encore sur cette vidéo, je vais vous faire part de mes découvertes. Tu vois là, j'ai mon étrier de frein de Fiesta d'origine. Je dis pas que tu auras le même, tu auras très probablement pas du tout le même parce que tu connais Ford, mais il s'avère que cet étrier-là qui est monté sur ma caisse, c'est exactement le même que celui d'une Ford Focus ST170. Et ça c'est fou parce que la ST170, elle a été fabriquée jusqu'en 2006, tu vois, ou un truc comme ça, alors que ma Fiesta elle date des années 94. Mais bon, peu importe. La seule différence en fait entre ces deux étriers, c'est la ferraille. Tu vois cette ferraille, elle est beaucoup plus large que cette ferraille ici d'origine. Forcément, parce que d'origine, c'est des disques genre 220 mm. Et moi, comme un gros débile, je voulais voir les choses en grand. Je me suis dit, ça freinera mieux si je mets des disques énormes de 300 mm MGA de la qualité. Mais le problème, c'est qu'en mettant des freins de qualité et aussi gros, cette nuit, je me suis rendu compte qu'en fait, si je bloque mes roues avant à la moindre pression de la pédale, ce qui va se passer, c'est que mes roues avant, elles se bloquent pendant que les roues arrière, elles partent en steak et je vais me retrouver dans un arbre et je vais crever en voulant bien faire. C'est très con de mettre des trucs aussi gros. Donc, soit à faire, c'est que vu que ces freins sont de toute façon extrêmement rares à trouver, allez chercher sur Le Bon Coin des freins de ST170 ou peu importe, sur Autodoc, il n'y en a plus personne en vend, ça n'existe plus. Mais bon. Un Anglais s'est poutré dans un arbre, je l'ai michetonné sur Facebook, il m'a vendu ses freins et je veux les restaurer pour voir un peu comment c'est fait. Et j'ai acheté, bon j'achète pas que du MGA, hein. Là j'ai des trucs, des kits Ridex et des durées Ridex, mais bon. Là où je veux en venir, c'est que les anthrax sont globalement les mêmes entre les modèles de Ford et même si là pour les ST170 il faut repercer tes fusées parce que d'origine c'est du M10 et là c'est du M12 donc il faut repercer plus grand tes portes, enfin tes portes étriées sur les fusées. Mais bon, c'est pas compliqué. Mais ce que je te conseille, c'est de pas faire le con et mettre des freins beaucoup trop gros comme moi, mais de faire un entre-deux. Au lieu de monter du ST170, ce que tu peux faire, c'est monter du ST150. Comme quoi, vous pouvez swapper les freins, mettre des freins plus gros. Et ce que je vous conseille, ouais, voilà, c'est du coup des freins de ST150 avec des disques de genre 270 mm, 280, je sais même plus. Mais en gros, c'est assez rétrocompatible à ce niveau-là. On restaure ses freins, c'est parti.
Là, on voit d'emblée que ces freins ont été montés par des professionnels, n'est-ce pas? Des professionnels aguerris. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai jamais fait d'ASMR sur cette chaîne. Franchement, qui n'aime pas l'ASMR? Ah, putain de brosse. Bon, c'était mon tout premier ASMR, hein. Soyez pas trop dur avec moi en commentaire, j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, plus qu'à remonter dans la voiture. Première étape, on installe le disque. Il est tellement lourd, ça fait du unsprung weight, comme disent les Américains. C'est la masse non amortie, et plus il y en a, moins ça tient la route en gros. On prend le frein Bimbo, qualité premium. Les deux vis M12 que m'a fourni l'anglais qui s'est poutré dans l'arbre. C'était très gentil de sa part, il aurait pu oublier de les mettre, mais il les a mis, du coup c'est cool. Ensuite, couple de serrage. Oui. Ensuite, pour le flexible de frein, pour les serrer et desserrer ceux d'avant, je me suis dit, moi je suis pas un kéké. Tu sais, je serre pas comme un con et tout. J'ai pas besoin d'investir dans des clés particulières. Tu vois, des clés comme ça pour les flexibles. Une clé normale suffit. Alors en fait, le connard, c'est pas forcément toi. Le connard, il faut savoir que c'est le mec d'avant qui sert ça comme un débile. En fait, c'est pas vraiment un connard parce que c'est le mécanicien. Lui, il veut pas avoir de problème parce que toi, t'es mort à cause de son serrage des freins. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il va serrer ça comme un mongol et toi, tu vas foirer. Tu vas arrondir tes câbles. Et voilà, même en faisant attention, les câbles d'avant, je les ai tous foirés. Ils sont tout arrondis pour les sortir. J'ai fait ça avec une clé normale. Donc je regrette et il s'avère que déjà, j'ai perdu du temps. Et ensuite, j'ai trouvé un kit sur Amazon, un kit de 6 embouts, tu vois, 6 clés comme ça, enfin 3 clés mais x2, à genre 10 € sur Amazon, garantie à vie et tout. La marque c'est Duratec, comme par hasard la marque c'est Duratec. Et du coup ouais, c'était le moins cher, c'est une bonne affaire, je vous mettrai le lien si j'oublie pas comme d'habitude. De toute façon je dis ça à chaque fois et je les mets jamais. Donc on serre ça, pas comme un con mais presque. Ensuite, en 108, on met ça là. Yeah. Oh yes daddy. Oh yes daddy. Un petit coup de disqueuse. Histoire de dire merci aux ingénieurs Ford. Écoute, ça a l'air plutôt pas mal. D'origine, monsieur l'agent, d'origine. Depuis que j'ai acheté cette voiture, j'ai jamais eu de frein à main. Le levier, il est tout ballottant, il accroche que dalle. Et je sais pas pourquoi, par quel miracle, c'est passé en défaut mineur et pas en défaut majeur au contrôle technique qui avait fait le papy avant de me vendre la voiture. C'était en contre-visite, mais pour d'autres raisons. Mais du coup, quand moi j'ai fait les contre-visites, il vérifie que les défauts majeurs. Donc en fait, l'histoire du frein à main et le fait qu'il n'y ait pas de frein à l'arrière, c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai de la chance, mais maintenant il est temps de faire quelque chose avec ça. Donc on s'occupe des putains de freins à tambour, le genre de truc que personne ne change jamais.
Regarde-moi ce bordel, j'y comprends rien. Il y a des ressorts là, il y a des trucs derrière, il y a des ressorts là, 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 là. Je vais passer en conversion de frein à disque. Ah putain, je vais finir par swapper le train arrière, je le swap avec une Fiesta 4 et je mets des freins à disque de Focus MK1. Ah. Non, en vrai, j'ai bien fait. Quand tu regardes là, c'est tout plein de liquide. Ça fuit. Du coup, ce que j'ai fait en off, c'est que j'ai tout remplacé mon frein à tambour. Je l'ai refait à neuf. Je vais pas vous mentir, j'ai galéré pendant une matinée à le faire. Quand j'ai ouvert et j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit c'est mort. J'arriverai jamais à le remettre comme d'origine et ça va jamais marcher. Et j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé sur internet, tu sais, chercher des vidéos, des forums, des tutoriels pour faire ça, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait rien de bien. C'était que de la merde ce que je trouvais. Et j'ai fait un post Insta et tout. Et les gens ils m'ont dit non mais en fait la voiture, les freins à tambour, personne y touche. La voiture est finie à la casse avec les freins à tambour d'origine. Donc personne s'emmerde à les changer parce que c'est trop relou. Vu que le rat il a développé des techniques ancestrales de Konoha frein à tambour no jutsu, le rat va vous faire un tutoriel. C'était pas prévu mais il faut que je change le monde. Tu pied-de-biche le cache et tu le défonces jusqu'à ce qu'il sorte. Tu trouves une barre à peu près de la distance Terre-Lune et tu desserres l'écrou. Ne surtout pas appeler Super Contest pour qu'il le fasse à ta place. Ok, j'ai pas eu besoin d'appeler Super Contest. Ah putain, c'est pas de tout repos. Tu peux pas extraire ce truc en fait. Mais là, tu te rends compte, en fait, tu as la charte du rat que tu m'as pris sur mon Tipeee. Et là, tu lis l'article 1 et tu vois, tu fabriques tes outils toi-même pour pas avoir à les acheter. Donc, tu te fabriques un extracteur. Yeah boy, c'est qui le patron? Oh oh, ça fuit partout. Tu mets ton doigt derrière, tu pousses sur le petit ressort et tu tournes. Tu tournes et ça sort. On a sorti les deux tétons et maintenant, eh bien, on s'occupe du ressort du bas. Là, tu vas galérer. Clairement, tu vas galérer, mais tu vas te rappeler que la mécanique, c'est pas de la tendresse. Donc, tu vas forcer comme un débilos jusqu'à ce que ça sorte. Ok, non, tu sors tout ensemble. Hop, voilà, tu tires. Étape 6, tu sors le cap du frein à main. Il faut avoir 3 mains, mais vu que tu n'en as que 2, bah, c'est pas si simple. Étape je sais plus, tu as une Ford. Donc ça, si tu veux le changer, tu as une vis qui est derrière, qui est inaccessible. Donc tu es obligé de sortir tout le plateau pour avoir accès à cette vis. Donc tu le fais et tu regrettes. Pour les petits pistons là de frein, j'ai pris du MGA parce que c'est de la cam, c'est limite mieux que le OEM. Regardez juste la qualité de ce truc, ça rigole zéro et pourtant c'est même pas plus cher parfois que du Ridex standard, hein. Enfin ça dépend, mais des fois vous trouvez ça moins cher que du bas de gamme. Pour les trucs impossibles d'accès où t'as pas assez de débattement, bah t'as juste à faire ça. Ouh là là. Ensuite, tu as accès à cette merveilleuse vis qui était impossible à toucher auparavant. Et tu l'as foiré. Un petit coup pour la planète. Alors, c'est là que le plus chiant commence. Donc ça, là, il va falloir enlever d'abord les ressorts. Donc pour ça, bah, il n'y a pas vraiment de mystère, hein. Tu forces jusqu'à ce que ça sorte. Ok, tu pousses de l'autre côté, ça marche mieux. Tu tèges le ressort. Ensuite, tu déglingues ces petits circlips. Voilà. Lui il me fait chier, donc on va le sortir de la même façon. Tu pousses et il gère. Parfait, trop facile. Ça, si tu les défonces pas trop, tu peux les réutiliser. Alors comment c'était déjà? J'ai oublié de regarder. C'est con. On enlève cette merde.
toujours mettre un peu de lube. Celui-là, il va venir comme ça. Là, tu as un auto-serrage ici, tu as des cliquets et ça va s'auto-régler quand tu vas tirer le frein à main. Tu vois, quand la voiture sera prête, quand tu vas tirer, désactionner et tout, ça va se mettre en place toute seule. T'as pas besoin de retenir le réglage ou je sais pas quoi. C'est tranquille. Par contre, il faut le réamorcer. C'est-à-dire que tu vas tirer dessus. Comme ça. Ensuite, tu vas mettre ça comme ça. Et zip zip. Voilà. Il est en place. Tu vois, les petits cliquets, il est dedans. Et ensuite, on remet les ressorts. Alors, par lequel on commence? On commence par le petit ici. Je crois qu'il était comme ça. Allez, enculé. Allez. Ouh là là. Ce n'est pas de tout repos. Allez. Ok. 2-1. Ensuite, on met celui en haut. Avec les ressorts, faut pas avoir de moment de faiblesse. Hein. Genre, s'ils voient que tu faiblis, c'est comme les chiens enragés. Ils te démontent. Ensuite, sur la voiture, eh bien, je crois que ça va comme ça. Ouais, ça va comme ça. Donc là, on commence par mettre le frein à main. Ok, ça c'est remis. T'évites de te coincer la main comme ça dedans. Voilà, bien à plat. Tu prends le ressort du bas et tu le reclipses. Putain, fils de chien. Tiens. Ok, ça c'est mis, il te reste plus que l'épine là pour fixer ça en place et éviter qu'il bouge. Waouh, magnifique. Ça c'est de la graisse de riche, je sais même pas si ce produit il est sorti, mais quand j'étais allé au salon de l'automobile, ils avaient ça en avant-première et je leur en ai chourave quelques tubes. Je suis sûr que ça coûte méga cher, hein, mais ça a l'air stylé. Alors je mets la dose et j'aurai 50 chevaux de plus que tout le monde. Avec supplément paille. Quand tu veux remettre le tambour, il se pourrait que ce clips il soit pas bien mis. Donc ce que tu fais, c'est tu le lèves comme ça et tu pousses au max pour resserrer les morts au maximum parce qu'il se pourrait qu'il soit dans une position écartée en fait. Donc voilà, tu fais ça et ensuite tu le mets. Ok, ça tourne, c'est un peu difficile mais c'est normal, il faut qu'il se rôde, tu vois, il y a toujours un rodage. Là je vais serrer le frein à main pour permettre de faire l'ajustement. Hop. Serré. Ensuite t'enlèves le frein à main. Et là il sera encore plus facile que tout à l'heure parce que tu vois rien que le frein à main il l'a calibré. Donc voilà, parfait, impeccable. Que demande le peuple? Alors pour le système de freinage, j'ai une petite idée. J'achète pas du matériel qui coûte cher pour purger mes freins, je suis un rat. Donc j'avais une seringue qui traînait. Tu vois, je me suis dit, il y a différents types de purge. Soit tu pousses par le réservoir pour faire sortir le liquide au niveau de l'étrier. Mais du coup, si tu peux pousser, tu peux aussi sucer. Donc j'ai décidé d'être un suceur et d'utiliser une seringue et de la durite. On va voir si ça marche. On enlève le bouchon parce que si tu laisses le bouchon, tu peux pas sucer grand chose. Ferodo, glo glo. Wow, ça vient. It's coming, daddy. Bon, vous ferez gaffe, le liquide de frein, c'est rocossif, tu vois. Sur la peau tout à l'heure, j'avais fait le malin. J'ai trempé mes doigts dedans et après mes doigts, c'était du carton. Donc ouais, c'est pas ouf. Du coup, bilan sur la technique de purge que j'ai utilisée à la seringue, ça marche. Donc ça marche, j'ai tout purgé. C'était très simple, mais, il y a un grand mais, c'est que peu importe combien tu vas sucer à la seringue, tu ne sauras pas quand tu as fini de purger. Parce qu'en fait, tu vois l'embout de purge, le petit téton là, il est sur filetage.
Et donc quand tu le desserres, et ben le filetage n'est jamais étanche. Donc tu as toujours de l'air de l'extérieur là qui va passer dans le filetage et qui va se faire aspirer sur le tuyau. Donc tu auras des bulles qui viendront d'ici, de l'air extérieur et pas du système. Et même quand tu auras fini de purger, tu ne sauras pas que tu as fini. Jamais de la vie, je te dis de l'utiliser. Ne l'utilise pas parce que si jamais tu meurs à cause de moi, à cause de cette technique de rat, et ben ça sera pas de ma faute. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que tu auras fini de purger, peut-être pas, tu sais pas. Donc ma technique, c'est en fait c'est de la grosse merde. Donc fais comme Garage Bagnole et Rock'n'Roll et achète des outils Amazon. Maintenant qu'on a les nouveaux freins, il nous faut les nouvelles roues. Parce que tu te doutes bien qu'avec des freins de 300 mm, il faut des jantes suffisamment larges pour se monter dessus. J'ai essayé une référence Ford, tu sais, genre des trucs de Mondeo, je sais pas quoi, en 16 pouces, que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin et ça se montait pas parce que c'était trop petit en diamètre et surtout le déport était pas bon. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y a aucune référence Ford d'origine qui se monte sur cette voiture. Parce qu'en fait, systématiquement chez Ford, tu te retrouves avec des déports de bâtard, genre du 30, 35, 40, 45. Et du coup, le pneu, enfin la jante, elle rentre trop à l'intérieur et elle tape dans la jambe de suspension. Tu peux pas monter ça. Sauf si tu mets des cales de déport, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Une cale de déport Ford, c'est 100 balles pièce. Il t'en faut 4, ça fait 400 balles plus des jantes. T'en as pour 800 balles. Autant acheter directement en fait des jantes aftermarket. Donc c'est complètement con, c'est pas une technique de rat et jamais de la vie je ferai ça. Donc, grâce à des abonnés, je suis tombé sur le filon. Ils m'ont dit cherche chez PSA parce que c'est le même Anthrax 4x108, ça je savais pas, tu vois. Et vu que c'est le même Anthrax, j'ai cherché des références PSA. Et là je suis tombé sur Perle Rare, Citroën, Cactus, je sais pas quoi, 16 pouces avec un déport ridicule de 20. Et ça mon pote, ça se monte. Donc on va monter des jantes tôle, Cactus mes couilles sur une Ford. On a les jantes, maintenant il nous faut les pneus. Alors les pneus, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé sur internet, du Cylon je sais pas quoi, que j'ai fait monter. Alors là, technique de rat ultime. Quand tu veux pas payer un mécanicien ou quand le mécanicien t'envoie chier, tu vas chercher côté lycée technique. J'ai trouvé un prof qui était en fait un abonné et un mec super sympa qui m'a dit vas-y je te les monte. Et donc il a fait un cours sur comment monter mes pneus. Mais du coup les élèves ils ont galéré comme des porcs et au final c'est lui qui l'a fait. Parce qu'en fait le truc c'est que je t'expliquerai après. Cylon, t'as déjà monté des Cylon? Première. Pourtant j'en ai monté de la merde. Oh là là. T'aurais pu prendre des Orium, ça c'est une vraie marque de rat. Ouais, et ça marche pas? Enfin genre, ça marche sur 10 km ou? 5 Ah. Avec 200 chevaux, 5 bandes, c'est déformé. Ah merde. Il faut pas regarder la marque en soi, si elle est pas chère ou pas, il faut regarder qui c'est qui la fabrique. Prends par exemple Kléber, tout le monde dit c'est de la merde, sauf qu'en fait c'est un Michelin rebadgé. Taurus et Orium, c'est du Michelin rebadgé. C'est des anciennes générations de Michelin. Tu vois ce que je te disais? Ouais. C'est là que ça te met l'attention. Ah ouais. Donc en fait c'est là qu'il faut faire archi gaffe. Allez. De toute façon tu vas mourir dans pas longtemps. Fais pas de la résistance comme ça quand tu vas prendre 300 chevaux. Hop là. Voilà. En vrai, ils sont un petit peu larges quand même. Je pense 250 et pour aller passer. 180. J'avais du 195 sur une Alpha. 195. Donc comme ici, ça Ouais, c'est 195. En 15 sur une Alpha coupée turbo. Ouais. Ça sortait 220 chevaux et ça tenait bien. D'accord. Là, tu as eu l'impression que c'est allé vite parce que j'ai cuté comme un porc. Mais dans la réalité, le prof, il a galéré pendant genre 2-3 heures en comptant l'équilibrage pour les monter. Parce qu'en fait, j'ai monté des pneus tellement fins qu'en fait, ils sont extrêmement raides. En fait, le flanc, plus il est étroit, plus ton pneu, il n'a pas de jeu. Et tu vois, tu n'arrives pas à l'étirer pour le mettre bien sur la jante. C'est la galère. Et donc, j'ai monté ma référence, c'est du 195/40. C'est le plus fin que j'ai trouvé. Je ne crois pas que ça existe plus fin que ça. Parce que le truc, c'est que d'origine, mes roues, c'est du 13 pouces. Là, j'ai monté du 16 pouces. Et pour que le diamètre total de la roue avec le pneu dessus, pour que le diamètre il reste d'origine, si tu as mis une jante énorme, il faut que tu mettes un pneu tout fin. Et c'est pour ça que j'ai mis les pneus les plus fins que j'ai trouvés. Et au final, je suis presque un petit peu supérieur que d'origine. Mais voilà, globalement, mon rayon est
C'est à peu près similaire. Parce que si tu mets des jantes énormes avec des gommes énormes, tu peux plus tourner le volant parce que ça frotte dans la suce, ça pète ton cardan parce que bras de levier supérieur, et surtout ça fausse ton compteur. Quand tu as une roue plus grosse, le même tour de roue affiché au compteur va t'emmener beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est que de la merde et c'est pour ça que j'ai mis les gommes les plus fines que j'ai trouvées. Rien à voir, mais on passe à l'échappement et ensuite au tuning. Quelle indignité. Voici l'œuvre d'art de la journée que j'ai pointée tout à l'heure sous la bagnole. C'est ma deuxième ligne provisoire. Donc ça, c'est vraiment une descente horrible. Il n'y a rien qui va. Ça commence par du 2,5 pouces, 63 mm coudé inox qui part sur un réducteur, qui part sur un morceau de coude que j'ai coupé sur un échappement de TDI de la casse. Ici, j'ai mis un... Ça, c'est un souvenir en fait. Ça, c'est genre ma première soudure au MIG. Vraiment, c'est mon premier entraînement. Donc, c'est plutôt sentimental. C'est dégueulasse, mais c'est sentimental. C'était la bonne taille, pile la bonne taille. Pas le bon diamètre apparemment, mais je m'en fous. J'ai un MIG, donc je cum shot du métal dedans. Et ici, c'est un bout d'échappement de BM, je crois, de la casse. Donc voilà, il n'y a rien qui va. C'est que du sale. Mais c'est juste histoire de faire les réglages de la voiture sans que les voisins ils mettent des colis piégés dans la poste et que j'aille chez un mec qui s'appelle MBF Fabrication. C'est un génie, ce mec, c'est un artiste, il fait des œuvres d'art. Je l'ai trouvé sur Instagram, je lui ai même pas demandé son avis d'ailleurs, mais j'aimerais bien aller chez lui pour qu'il me fasse ma descente, tu vois, que je le michetonne comme un gros porc. Pompon. Maintenant que ma ligne d'échappement est en place, ça limite un petit peu le bruit et je peux commencer à passer des jours à faire du tuning pour régler mon ralenti, réponse à la pédale. En fait, il faut tout reprendre de zéro avec des nouveaux injecteurs. Tu vois, ça n'a plus rien à voir, recalibrer tout de A à Z. Et c'est là que les galères commencent parce que j'ai constaté que plus ça allait, plus ça pissait de l'huile au niveau de mon raccord de turbo et j'ai décidé de le changer. Une simple histoire de raccord qui s'est transformé en cauchemar. Vous voyez ce T là, c'était le T qui partait sur l'alimentation de mon turbo d'un côté et sur le capteur de pression d'huile de l'autre côté. Ça, je l'avais monté quand le moteur il était hors de la bagnole parce que j'ai eu plus facilement accès. Sauf que ce raccord en laiton tout pérave là, c'était un truc acheté, je sais même plus, sur Amazon ou sur AliExpress et il a pété. Vous voyez ? Le filetage de ce truc, il a pété dans mon bloc moteur parce qu'il fuyait. Tu vois, il pissait l'huile, c'était de la merde, il n'était pas étanche du tout. Donc j'en ai acheté un autre en inox et je voulais le remplacer. Sauf qu'en dévissant ça, je sais pas si vous voyez là, mais ce raccord là, il a pété dans mon bloc. Là, j'ai réussi à le dévisser un petit peu avec un outil du grand-père. Je suis passé à ça, de devoir ressortir le moteur, repercer dedans, refilter en NPT 1K ou je sais pas quoi, et tout rebuild parce qu'il y aurait eu du schrap à l'intérieur du conduit d'huile qui alimente le moteur. Je suis passé à ça. Et en vrai, quand on y pense, moyen de raccord, moyen de fuite. Hein. Donc là, j'ai soudé un truc au TIG et j'ai fait un truc hybride. J'espère que ça fuira pas cette fois. Si vous me demandez qu'est-ce que je mets comme huile, je remets mon huile de vidange. Voilà, je sais pas combien elle a de kilomètres, je sais pas combien elle a d'années, mais en tout cas, ce moteur, il n'a pas assez d'avenir pour que j'investisse dans du Motul. Tu vois, un jour, je mettrai du Motul quand j'aurai une prépa qui en vaudra la peine. Mais quand tu fais une merguez, qu'est-ce que t'en as à foutre? Oh, il y a un petit peu de schrap. Oh, c'est mineur, hein. Petit peu de schrap, voyons. La crépine, elle sert à ça, n'est-ce pas? Vous voulez savoir pourquoi le fin mot de l'histoire du Speeduino, c'est que Speeduino c'est de la merde? J'ai rien touché, hein. J'ai juste essayé de mettre des sorties
annexes, du genre VSS, le boost output ou des trucs comme ça. Dès que sur le logiciel, je les mets sur on, juste sur le logiciel, ça coupe ma pompe à essence. Je n'ai plus de fuel. Là, je mets un coup de clé et prime. Ok, donc là elle marche. Et dès que j'essaye de démarrer la voiture, le moteur démarre tout de suite et cale parce que la pompe à essence ne tourne plus. Alors, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de changer de pin la pompe à essence. Je l'ai mis sur un autre pin. J'ai réessayé. Pareil, même problème. Là, ça cale. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enlevé. Pareil. Du coup, aujourd'hui, on est le lendemain. Hier soir, j'étais vénère, j'étais salé comme un porc parce que j'ai passé la journée à essayer de corriger ce putain de problème. Tu sais, j'ai dessoudé mon ULN, j'ai dessoudé des composants, j'ai tout vérifié. Pourquoi mes sorties étaient corrompues? En fait, ce qui s'est passé, j'ai activé les sorties boost ou clutch input, rien à voir, hein, c'est des entrées et des sorties pourtant. Hein. VSS, le VSS, j'ai essayé d'installer un boost by gear. J'ai juste sur le logiciel mis sur on. Ça a tout foutu en l'air. Ma pompe, elle tournait plus, elle tournait que pendant le priming, mais quand le moteur démarrait, elle tournait plus et ça calait. Aucun paramètre n'a changé, aucun branchement n'a changé. Et aujourd'hui, ce matin, par miracle, enfin pas par miracle parce que j'ai changé un truc que je vous expliquerai tout à l'heure. Bah ça remarche. Je comprends pas parce que hier ce qui se passait aussi c'est que ça marchait. En fait mon moteur démarrait quand le PC était branché en USB. Aucun putain de sens. Donc sur un coup de tête hier soir j'ai acheté un autre Speeduino. Donc il se pourrait que dans les prochains jours j'ai un nouveau Speeduino à vendre parce que qu'est-ce que je vais en foutre d'un deuxième Speeduino. Et bah écoute, aujourd'hui il s'avère que le problème c'était un problème de required fuel. Et le required fuel de mon ancienne carto était genre de 9. Alors que maintenant il est de 3,5 vu que j'ai changé mes injecteurs, tu sais, j'ai mis des plus gros. Donc j'ai changé mon required fuel, mes sorties ne sont plus corrompues, mes entrées fonctionnent et mon entrée pour le boost by gear, eh ben, j'aurai du boost by gear. Faites comme Super Contest, prenez une caisse avec un carburateur, comme ça t'as pas des pannes électroniques où c'est dans le cloud, tu sais pas ce qui se passe, t'as les électrons qui se disent « Oh, il y a un mur !» et puis le lendemain ils se disent « Oh, bah je passe, oh yes daddy !» Je comprends rien. Cette vidéo, c'est pas la meilleure du monde. Elle a même pas sa place dans les premières. Elle touche à sa fin. Voilà, j'ai encore des galères comme d'habitude. Mon alternateur, il est mort. Donc, ouais, je suis obligé de m'arrêter là. Super Contest, il me l'avait dit. Quand on a sorti le moteur, il avait fait tourner l'alternateur. Il a tendu l'oreille. Il a dit « Ton alternateur, il est mort. » J'ai dit « Là, j'entends pas. J'ai pas écouté le Super Contest. J'ai remonté tel quel et mon alternateur est mort. 13 volts 3, pleine charge, 5000 tours. C'est pas possible de rouler à 13,3 de tension de batterie. Ça cause plein de problèmes sur ma carto. Parce qu'en fait, mon voltage, il est trop bas et même à haut régime, bah, ça fout la merde dans les corrections de les temps morts injecteurs, dans les corrections de papillons de mes couilles. J'ai des problèmes à froid, j'ai plein de problèmes sur la carto, donc il faut que je change l'alternateur. Je pense que c'est ça le problème, je vois pas autre chose. Et sinon, j'annonce en toute modestie, la vidéo d'après, dans 2 semaines, ça va être une dinguerie. Ça va être une très très grosse vidéo. On va monter le piping, on va entuber la Fista avec la Sural. On va mettre le rêve de Farine sur mon maxicum de merde. Tu vois, c'est une question d'ego. Parce que Farine, ça fait genre 6 mois, il me tacle. Parce que je lui en parle de mon maxicum, tu vois. Et il me tacle, il me dit « Ouais, ton maxicum, c'est de la merde, ça marchera jamais, c'est nul. » Pour l'instant, j'ai rien prouvé du tout. Et du coup, pour l'ego, bah, je fais le malin et je veux mettre le boost by gear, je m'en bats les couilles, je veux faire le Speeduino le plus puissant de France. Je vais le farcir de toutes les options possibles. Et le boost by gear, ça se trouve, je vais pas y arriver. Je fais le kéké là, je vous le dis, ça se trouve, je vais pas y arriver, je vais juste passer pour un blaireau, mais c'est pas grave. Tu vois, au moins, on aurait essayé, on aura rigolé. Et puis, c'est bon enfant avec Farine. Mais en tout cas, le boost by gear, qu'est-ce que c'est le boost by gear? Eh ben, c'est en fait une fonction qui te permet de prendre
prendre une info de capteur Hall sur ta boîte de vitesse et avoir, en calculant la différence entre la vitesse de tes roues et la vitesse de RPM du moteur, le calculo, il pourra savoir dans quel rapport t'es, première, seconde, etc. Et ça te permet, quand tu fais un départ arrêté, au lieu de mettre full boost et partir en full patinage qui sert à rien et qui fait perdre du temps, et bah tu mets le boost parfait qu'il faut pour gripper un max et pour partir le mieux possible. Ensuite, ça c'est en première, tu passes la deuxième, tu augmentes le boost, tu as moins de patinage, tu passes la 3, tu augmentes le boost, tu passes la 4, full boost. Et là, ça c'est vraiment un contrôle de pimp. Et si j'arrive à le mettre en place, bah tout le monde va me sucer la bite parce que clairement le boost by gear, c'est un fin gourmet qui est réservé à l'élite de la société, les mecs qui mettent des calculateurs à 1400 boules, tu vois. Et mettre un boost by gear sur un truc à 120 balles, ça c'est pimp. Et donc tout ça, on verra prochaine vidéo. Et dans la vidéo d'encore après, passage au banc et featuring, le plus gros featuring du YouTube Game automobile français. Voilà, c'est tout.